Je me souviens très bien de ce jour de 2001 à Saint-Paul-de-la-Réunion. J'étais sur l'île depuis peu, dans cette atmosphère particulière qu'on ressent là-bas, un mélange de lumière très franche, d'air tiède, de végétation généreuse et de rythmes qui ralentissent naturellement les gestes et les pensées. On a beau venir de métropole avec ses habitudes, il suffit de quelques heures pour se surprendre à marcher moins vite, à lever plus souvent la tête, à regarder les gens, les façades, les marchés et à écouter les sons de la ville. Ce jour-là, j'avais faim, mais surtout j'avais envie de m'asseoir quelque part où l'on respire. Je n'étais pas en quête d'un repas extraordinaire, je cherchais plutôt un endroit simple, accueillant, où l'on pourrait sentir que le temps ne s'écoule pas tout à fait comme ailleurs. Je me suis donc dirigé vers un restaurant, sans plan précis, guidé par le hasard et par cette confiance qu'on finit par développer quand on est dans un lieu où tout semble plus doux. En arrivant, avant même de regarder la carte ou de saluer qui que ce soit, mon regard a été attiré par un objet installé pas très loin de l'entrée. Il avait une allure étrange, un peu solennelle même. Sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il servait. On aurait dit un appareil ancien, métallique, avec des tuyaux, des formes arrondies, peut-être une cuve, peut-être un récipient destiné à chauffer quelque chose. L'ensemble évoquait immédiatement dans mon esprit un alambic, ces machines qu'on associe aux distillations, aux caves, au savoir-faire artisanal, et parfois aux histoires de contrebande qu'on imagine dans les campagnes. Je suis resté une seconde à l'observer, et comme je suis assez spontané, et que j'aime bien briser la glace avec une remarque un peu décalée, j'ai dit au restaurateur, en souriant, presque en plaisantant, quelque chose comme «Alors ça, c'est la machine à remonter le temps». C'était une phrase lancée sans calcul, une de ces phrases qui sortent toutes seules, parce qu'un objet vous amuse ou vous intrigue, et que vous avez envie de partager l'étonnement. Le restaurateur a souri. Il n'a pas eu l'air surpris. Au contraire, il a semblé trouver la remarque naturelle, comme si on lui faisait souvent ce commentaire. Peut-être que cet objet, justement, était là pour provoquer ce genre de réaction. Je me suis installé. Le lieu avait ce charme un peu chaleureux des restaurants où l'on sent que quelqu'un aime recevoir. Il y avait une lumière agréable, des odeurs de cuisine bien présentes, pas agressives, et cette sensation que les tables ne sont pas posées là par hasard. Je ne sais pas comment dire, mais on sent parfois qu'un endroit a une âme, pas au sens mystique, au sens très concret où tout est cohérent, habité, pensé avec goût. Le restaurateur est venu me parler, comme le font ceux qui aiment vraiment leur métier, pas seulement pour prendre une commande, mais pour établir un contact. Nous avons commencé à échanger, et très vite il m'a proposé un vin, un rosé m'a-t-il dit, un Côte de Provence. Rien que ces mots ont fait surgir en moi toute une série de souvenirs. Côte de Provence, ce n'était pas seulement un vin, c'était une ambiance, un territoire, des étés, des apéritifs un peu trop longs, des terrasses, des villages aux volets délavés par le soleil, et presque automatiquement je lui ai répondu que je connaissais bien ce type de rosé et que je l'appréciais. Puis j'ai ajouté, parce que c'était la vérité, que j'avais vécu 4 ans à Cogolin, dans le Var. Cogolin, c'est un nom qui sonne comme un petit monde à part. Ce n'est pas l'endroit le plus célèbre de la Côte d'Azur, et c'est justement ce qui fait son charme. On n'y est pas tout à fait dans l'agitation des grandes stations. On y trouve une Provence plus quotidienne, plus réelle. Quand j'ai prononcé ce nom, je l'ai prononcé avec une sorte d'affection discrète, comme on évoque un lieu qui a compté, même si on n'y est resté que quelques années. Le restaurateur a écouté avec attention. Je ne sais plus exactement ce qu'il a répondu sur le vin, mais la conversation a glissé naturellement vers mes souvenirs de là-bas. Et comme cela arrive souvent, quand on parle d'un endroit où l'on a vécu, on se met à évoquer des détails. Pas les détails importants. Les détails qui restent, les visages, les noms, les petites anecdotes. Et là, presque sans transition, je me suis souvenu de quelque chose qui m'avait toujours amusé. Dans l'immeuble où j'habitais à Cogolin, au-dessus de chez moi, vivait un monsieur dont le nom m'avait marqué. Il s'appelait Pinard. Un nom comme ça, vous le retenez. D'abord parce qu'il sonne un peu comme une blague quand on parle de vin. Ensuite, parce qu'il est rare et qu'il a une saveur très française, très populaire, presque intemporelle.
Je l'ai donc raconté au restaurateur. Je lui ai dit, avec un petit rire, qu'au-dessus de chez moi habitait un monsieur qui s'appelait Pinard. Je ne cherchais rien, je ne faisais pas un test, je racontais juste un souvenir parce que nous venions de parler de rosé et que le mot vin avait réveillé ce nom. Et c'est à ce moment précis que quelque chose s'est produit. Un de ces moments où le réel, tout à coup, vous regarde droit dans les yeux. Le restaurateur, sans hésiter, m'a répondu. Pinard, c'est moi. Je crois que je suis resté silencieux une seconde, pas très longtemps, mais suffisamment pour sentir le basculement intérieur, parce qu'il y a une différence entre entendre une anecdote et vivre une coïncidence qui vous concerne directement. J'ai senti monter un étonnement presque enfantin, un mélange d'incrédulité et de joie, comme si le monde venait de faire un clin d'œil. Je l'ai regardé. J'ai cherché sur son visage un signe, une confirmation, un détail qui relierait l'homme que j'avais connu à Cogolin et celui qui se trouvait devant moi à Saint-Paul de la Réunion. Il a dû voir mon air déconcerté, car il a souri comme si cette situation l'amusait lui aussi. Alors nous avons parlé. Je lui ai demandé s'il avait vraiment vécu à Cogolin, dans tel immeuble, à telle époque. Il m'a confirmé. Je lui ai décrit, de mémoire, certains éléments, l'escalier, la disposition, peut-être même un voisin ou un détail de palier. Et plus je parlais, plus la coïncidence devenait solide, tangible, incontestable. Ce n'était pas un simple homonyme, ce n'était pas un hasard sur un nom commun, c'était bien la même personne. À ce moment-là, une question s'est glissée dans mon esprit, presque malgré moi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une synchronicité? Et plus encore, est-ce que ma phrase sur la machine à remonter le temps, dite en arrivant, avait joué un rôle dans ce qui venait de se passer? Je sais très bien comment fonctionne la raison. Je sais très bien que le monde n'a pas besoin de nos phrases pour organiser des rencontres. Mais je sais aussi comment fonctionne la psychologie humaine. Une phrase, une image, un symbole peut teinter tout ce qui suit. Et j'avais moi-même ouvert la porte sans le savoir en parlant de remonter le temps. Car que venais-je de vivre, sinon une sorte de retour inattendu vers mon passé? Cogolin, le Var, un immeuble, un voisin, un nom. Tout cela que je croyais rangé dans une boîte de souvenirs, voilà que cela se matérialisait devant moi, à des milliers de kilomètres, sur une autre île, dans un autre contexte, par la voix d'un restaurateur. Le cerveau humain adore relier les points. Il déteste le hasard pur. Quand quelque chose d'improbable arrive, il cherche immédiatement une structure, une logique, une intention. C'est un réflexe profond, peut-être un héritage de notre évolution. Relier, interpréter, anticiper. Et parfois, ce réflexe produit des illusions. Mais parfois aussi, il met en lumière quelque chose de vrai sur notre manière d'habiter le monde. Je me suis donc mis à réfléchir tout en continuant à discuter avec lui. Il y avait un contraste assez drôle entre l'ambiance très concrète du restaurant, les odeurs de cuisine, le vin rosé, et la question presque philosophique qui grandissait en moi. Qu'est-ce qui venait de se passer au juste? D'un côté, la lecture la plus simple est évidente. Les gens déménagent, ils changent de vie. Certains quittent le Var, d'autres partent sur une île, certains ouvrent un restaurant, d'autres voyagent et tombent par hasard sur ce restaurant. Le monde est grand, mais il est aussi plus petit qu'on ne le croit, surtout quand on considère les réseaux invisibles de migration, de métiers, de choix personnels. Il n'y a pas besoin de force mystérieuse pour expliquer que deux trajectoires se croisent. Pourtant, même en disant cela, je sens que quelque chose résiste. Pas dans l'explication rationnelle, mais dans l'expérience vécue. Parce que ce n'est pas seulement le fait de tomber sur lui, c'est la manière dont cela s'est fait, l'objet qui ressemble à un alambic, la phrase sur la machine à remonter le temps, le rosé de Provence, le souvenir de Cogolin, le nom Pinard qui surgit naturellement, et sa réponse immédiate. La séquence a une cohérence narrative presque trop parfaite, comme si quelqu'un avait construit la scène. C'est précisément ce genre de configuration que certains appellent synchronicité. Une coïncidence significative entre des événements qui ne semblent pas reliés par une chaîne causale directe, mais qui prennent, pour la personne qui les vit, un sens particulier. Dans mon cas, la coïncidence ne se limite pas à un détail amusant. Elle met en contact deux périodes de ma vie. Elle assemble deux lieux très éloignés. Elle fait apparaître dans le présent un personnage du passé. Et elle le fait à travers un symbole temporel, cette fameuse machine à remonter le temps que j'avais évoqué en plaisantant.
Alors bien sûr, si je prends la question au pied de la lettre, je ne crois pas que ma phrase ait influencé la réalité. Je ne crois pas que l'univers se soit dit: «Tiens, puisqu'il parle de remonter le temps, je vais lui renvoyer son ancien voisin». Ce serait une manière très naïve de concevoir les choses. Mais il existe une autre manière, plus subtile, de comprendre l'influence possible de mes pensées, non pas sur la réalité extérieure, mais sur mon attention, sur ma perception et sur l'histoire que je construis à partir des faits. Quand je suis entré et que j'ai vu cet appareil, j'ai tout de suite pensé au temps. J'ai posé une image mentale sur la scène, j'ai installé une atmosphère, presque un thème. Et ensuite, quand j'ai parlé du rosé, puis de Cogolin, puis de Pinard, j'ai peut-être été plus attentif que je ne l'aurais été autrement. J'ai peut-être raconté cette anecdote précisément parce que j'étais déjà dans un état d'esprit joueur, ouvert, prêt à faire des liens. Si je n'avais pas vu cet objet, si je n'avais pas lancé cette phrase, si j'avais été fatigué ou fermé, aurais-je parlé de Cogolin? Peut-être. Aurais-je évoqué le voisin Pinard? Peut-être pas, je ne peux pas le savoir, mais je vois bien comment une simple remarque peut orienter une conversation, faire surgir un souvenir plutôt qu'un autre, et déclencher la révélation. Autrement dit, la pensée ne crée pas l'événement, mais elle peut créer le chemin qui mène à l'événement. Ce n'est déjà pas rien. Et puis il y a encore autre chose, même si la rencontre aurait eu lieu de toute façon, même si le restaurateur m'aurait servi le même vin, même si son nom aurait été le même, l'expérience intérieure n'aurait pas eu la même saveur si je n'avais pas eu, au départ, cette image de la machine à remonter le temps. Cette image donne un cadre à tout ce qui suit. Elle colore la mémoire que je garderai de ce repas, elle transforme un hasard en histoire. C'est peut-être là le vrai pouvoir de ce genre de moment. Il nous rappelle que nous ne vivons pas seulement des faits, nous vivons des récits. Notre esprit tisse en permanence des narrations pour donner une forme à ce qui nous arrive. Et quand la réalité offre une coïncidence très bien alignée, le récit devient soudain évident, presque lumineux. Je me souviens aussi de la sensation physique, une sorte de chaleur dans la poitrine, une légère accélération, un sourire qui vient sans effort. C'est comme si, pendant quelques secondes, le monde devenait plus proche, plus intime. Ce sentiment est difficile à décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais ceux qui ont vécu ce genre de coïncidence savent exactement de quoi je parle. On se sent à la fois surpris et confirmé, comme si une porte s'ouvrait sur une dimension plus poétique du réel. Après coup, quand je repense à cette scène, je peux la regarder de plusieurs manières, et chacune est intéressante. Je peux la regarder avec le regard du statisticien. Parmi des milliers de rencontres, certaines seront étonnantes. Nous retenons celles qui sont frappantes et nous oublions les autres. La mémoire sélectionne, et cela donne l'impression que l'univers envoie des signes, alors que c'est notre esprit qui extrait du bruit ambiant quelques configurations rares mais inévitables. Je peux la regarder avec le regard du psychologue. Mon esprit avait activé le thème du temps et du retour. J'étais donc plus susceptible de remarquer, d'amplifier et de savourer tout événement allant dans ce sens. Mon plaisir vient alors de la cohérence entre mon état intérieur et le déroulement extérieur. Je peux aussi la regarder avec un regard plus existentiel. Dans la vie, certains événements, même s'ils sont dus au hasard, tombent au bon moment et produisent un effet de réorientation. On se met à réfléchir. On se demande où l'on en est. On sent que le passé n'est pas mort. On réalise que nos chemins restent connectés à des gens, à des lieux, à des périodes, bien plus qu'on ne le pense. Et enfin, je peux la regarder avec un regard symbolique. Ce jour-là, je suis entré dans un restaurant, j'ai parlé d'une machine à remonter le temps, et j'ai rencontré une personne qui incarnait littéralement un fragment de mon passé. Symboliquement, c'est très fort. Même si tout cela n'est que hasard, le symbole fonctionne. Il dit quelque chose sur la continuité de la vie, sur les boucles inattendues, sur la manière dont notre histoire personnelle peut refaire surface sans prévenir. Ce qui est fascinant, c'est que ces différentes lectures ne s'excluent pas forcément. Je peux accepter l'explication rationnelle et continuer à apprécier la dimension poétique. Je peux reconnaître les mécanismes psychologiques et rester touché par la beauté de la coïncidence. Ce n'est pas contradictoire. C'est même, à mon avis, une position assez saine. On ne renonce ni à la raison
ni à l'émerveillement. Je me méfie toujours un peu des interprétations trop rapides. Quand on parle de synchronicité, on peut glisser vers l'idée que tout a un sens caché, que chaque détail est un message, et que l'on doit décoder le monde comme un livre secret. Cette attitude peut devenir envahissante, voire trompeuse. Elle peut faire voir des liens là où il n'y en a pas. Mais l'excès inverse, qui consiste à tout réduire à un hasard sans valeur, me semble aussi appauvrissant. Parce que même si c'est du hasard, l'effet sur moi est réel. L'émotion est réelle. La réflexion qui s'ensuit est réelle. Et parfois, une coïncidence agit comme un déclencheur. Elle nous rend plus attentifs. Elle nous pousse à parler à quelqu'un. Elle nous donne l'élan d'un souvenir. Elle ouvre une conversation. Elle change une humeur. Elle fait naître une gratitude. Dans mon cas, cette rencontre m'a surtout rappelé à quel point nos vies sont entremêlées. On croit vivre des épisodes séparés, des chapitres clos. On se dit que telle période est terminée, que tel lieu est derrière nous, que telle personne appartient à un autre temps. Et puis, sans prévenir, le monde vous prouve le contraire. Un homme que vous avez connu dans un immeuble du Var devient restaurateur à La Réunion, et vous voilà assis à sa table, à boire un rosé de Provence, comme si les kilomètres n'avaient été qu'une formalité. Et c'est là que ma première plaisanterie prend une saveur étrange. Cette machine à remonter le temps, finalement, n'était peut-être pas une simple blague. Elle était une métaphore involontaire. Elle annonçait, d'une certaine façon, ce qui allait suivre. Je n'avais pas prévu la scène, mais mon intuition ou mon imagination avait posé une image juste. Je ne dis pas qu'il y a là une preuve de quoi que ce soit, je dis simplement que ces moments sont précieux parce qu'ils nous font sentir la profondeur du réel. Ils nous montrent que l'existence n'est pas seulement une suite de gestes utilitaires, elle est aussi faite de correspondances, de retours, de ponts inattendus. Je crois que c'est cela, au fond, qui rend la notion de synchronicité si séduisante. Elle ne promet pas une magie facile. Elle met en mots une expérience que beaucoup de gens ont vécue sans savoir comment la nommer. Une expérience où le monde extérieur et le monde intérieur semblent, pendant un instant, se répondre. Quand je repense à ce repas, je ne me souviens pas seulement du goût du vin ou du plat. Je me souviens surtout de cette bascule, de cette phrase simple «Pinard, c'est moi», et de la sensation que le hasard venait de me raconter une histoire. Et si je devais répondre honnêtement à ma propre question, aujourd'hui, voilà ce que je dirais. Non, je ne pense pas que ma pensée ait causé la rencontre. Mais oui, je pense que ma pensée a participé à la forme que la rencontre a prise dans ma conscience. Elle a rendu l'événement plus saillant, plus signifiant, plus mémorable. Elle a transformé une coïncidence en expérience. Et c'est peut-être ça, finalement, la meilleure manière de parler de synchronicité. Pas comme un mécanisme physique mystérieux, mais comme une rencontre entre un événement extérieur improbable et un état intérieur prêt à lui donner du sens. Ce jour-là, à Saint-Paul de la Réunion, j'ai eu l'impression que le temps se pliait doucement, juste assez pour me faire signe, juste assez pour me rappeler que mon passé n'est jamais très loin et que le monde, parfois, aime rapprocher les choses de façon surprenante. Depuis, je garde cette histoire comme un petit talisman mental, non pas pour prouver une théorie, mais pour me rappeler de rester ouvert, ouvert à la conversation, ouvert aux détours, ouvert aux coïncidences, parce que, même quand elles n'obéissent à aucun plan, elles rendent la vie plus vaste.